Les propos qui ont été tenus précédemment, évidemment, le gouvernement fait tout son possible pour pouvoir répondre à la question des incendies. Seulement, il faudrait revoir, je pense, pour éviter les crises à venir, notre organisation, afin qu'on soit plus flexible sur la question des moyens, parce qu'on va pas pouvoir augmenter les moyens de façon éternelle, dans la mesure où on a déjà atteint 63% de dépenses publiques par rapport à la richesse produite sur le plan national. Donc le seul moyen qu'on peut voir, je pense qu'Emmanuel Macron l'a déjà évoqué, c'est la question de la mutualisation des moyens au niveau des moyens matériels sur la question des Canadair. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas mettre une task force européenne sur la question des Canadair et donc du coup faire des achats communs, parce que chaque pays aura ses propres besoins, mais ça permet, en cas d'incendie grave, de pouvoir mobiliser tous les moyens européens sur l'incendie en question afin de l'éteindre le plus rapidement possible. Et sur la question de la gestion des effectifs, on pourra augmenter quelque peu le nombre de policiers en fonction des départements, mais je pense que ce qui est essentiel, c'est de développer les moyens alternatifs comme la question de la réserve et le recours aux contractuels. Et donc se posera la question de la formation pour qu'on ait recours aux contractuels, un peu comme sur des saisonniers, pour mobiliser les pompiers réservistes sur des périodes spécifiques comme sur l'été ou sur la question de l'automne, au moment où viendra les inondations. Écoute, en France. Oui, c'est beaucoup trop. Moi, je tiens même position que sur la question des rodéos, il faut changer de doctrine. Moi, je pense que ces images sont très importantes. Ça montre que les policiers bien formés sont en capacité d'intervenir. Et je pense qu'il faut encourager ce type d'intervention. Mais dans ce cas-là, il faudrait du coup former plus de policiers pour qu'ils soient capables de le faire. Dans la mesure où il faut changer la perspective. En fait, une personne qui va refuser d'obtempérer, souvent, est en situation difficile. Et donc, du coup, soit il n'a pas de permis, soit il a quelque chose à se reprocher. Et donc, va se dire, il vaut mieux refuser d'obtempérer. De toute façon, je risque quasiment rien. Il n'y aura pas d'application des peines. Et puis, de toute façon, au pire, s'il m'attrape, j'aurai une peine qui sera plutôt ridicule. Et à partir du moment où vous renversez ce paradigme, et donc du coup vous changez, et du coup vous permettez aux policiers d'intervenir, vous mettez en place l'effectivité des peines, et donc du coup à la fois pour le délit qu'il a commis au préalable, plus sur la question du refus d'obtempérer, et en plus éventuellement y ajouter une tentative d'homicide volontaire ou involontaire sur cette question, je pense que ces personnes qui refuseront d'obtempérer peut-être changeront de logique et se diront peut-être qu'on va s'arrêter, parce que peut-être que ça vaut pas le coup si par cas on a un risque de se faire percuter, et en plus si on a des risques d'aller en prison et de payer une forte amende. William T. Oui, moi je partage ce qu'a dit Christian. En fait, il y a des raisons pour lesquelles on refuse d'obtempérer. Ça nous est tous arrivé, ou en tout cas on connaît des personnes. Ça vous est arrivé de refuser? Non, moi j'ai pas le permis. Moi j'ai pas le permis, mais je connais des personnes qui, par exemple, la police demande de s'arrêter, mais la plupart, 90% des Français acceptent de s'arrêter. Donc, oui, d'accord, dans ce sens-là, oui. Oui, dans ce sens-là, oui. Évidemment. Moi j'ai pas le permis, donc. Non, je croyais que vous étiez en train de dire que la majorité des Français ne s'arrêtaient pas lorsque les policiers leur demandaient de s'arrêter. Vous m'avez fait peur. Non, la plupart des Français acceptent de s'arrêter, et donc par conséquent, tous ceux qui refusent d'obtempérer ont quelque chose à se reprocher. Ah oui. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Moi, j'en parlais tout à l'heure. C'est parce qu'ils se disent de toute façon, le refus d'obtempérer, le juge va pas faire d'enquête. Est-ce que la personne va être arrêtée en question? Parce que est-ce que les policiers vont se risquer à faire une intervention ensuite? Et donc du coup, tout ce processus en fait inverse la question. Et donc du coup, en fait, on vit une véritable inversion des valeurs dans la mesure où c'est plus rentable pour la personne qui commet un délit de refuser d'obtempérer que de vouloir s'arrêter dans la mesure où elle est en situation de faute. Donc je pense que tant qu'on n'arrivera pas à inverser cette valeur et donc du coup rendre à la police son sens de l'action et sa mission essentielle, on n'y arrivera pas. Et donc je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là. Cette image montre que des policiers bien formés peuvent intervenir, Christian le rappelait et Jérôme Loisan aussi, c'est-à-dire qu'évidemment il faut être formé, il y a des conditions précises pour le faire, il ne s'agit pas de devenir des cow-boys en question, mais de permettre aux policiers, si la situation l'indique, de pouvoir intervenir, et je pense que ça leur permettra de redonner du sens à l'action, et ça permettra même de répondre à la question d'Éric Brocardi sur la question de l'engagement et du sens. Parce qu'effectivement vous avez beaucoup de policiers qui se disent tiens, moi je mène une mission, le salaire est très faible, je vis des situations de plus en plus difficiles, et en plus quand je fais ma mission, on me reproche d'exercer correctement ma mission. Enfin, c'est une véritable inversion des valeurs et je pense que tant qu'on sera là-dessus, on n'y arrivera pas. Sur le plan juridique... Question proto, moi ce qui m'interpelle, c'est déjà les forces de l'ordre ont bien réagi. Moi je vois déjà des commentaires en disant sur Twitter et sur les autres réseaux sociaux en disant les policiers n'auraient pas dû réagir. J'ai l'impression que c'est les mêmes types de commentaires de ceux qui... Non mais on peut s'interroger quand on voit les images. C'est vrai qu'on n'est pas sur place, on ne sait pas comment ça se passe. C'est le problème d'ailleurs souvent Je vais faire une comparaison. Moi ça me fait penser aux gens qui commentent les sélections de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde. En fait ils ne connaissent pas le sujet, ils ne connaissent pas en tactique, ils ne savent pas quelles sont les méthodes d'intervention, quelles sont les doctrines d'intervention, quelles sont les consignes vis-à-vis de la police
sur quel ordre, en fait, quels sont les faisceaux d'indices sur lesquels ça vous permet de tirer et qu'est-ce qui vous encourage notamment à tirer, à ne pas tirer, etc. En tout cas, monsieur les connaît. Donc je pense que quand c'est Christian Proto et Jérôme Moisan qui disent il fallait tirer, il ne faut pas tirer, ils savent le sujet. Mais que d'autres personnes qui ne connaissent pas les méthodes d'intervention s'expriment sur ce sujet en disant les policiers sont criminels, ils n'auraient pas dû tirer, ben non, franchement, taisez-vous, vous n'y connaissez rien. Il y a un deuxième sujet, moi, qui Après, c'est le principe de Twitter, William T. Oui, mais je pense qu'il y en a qui feraient mieux. La parole est d'argent et le silence est d'or pour ces personnes-là. Ensuite, après, il y a un autre sujet, moi, qui m'a interpellé, et notamment qui me frappe, et qui porte la réflexion même sur nos sujets précédents, c'est qu'en fait, la personne et les policiers qui ont tiré vont suivre des poursuites du parquet sur les questions d'homicide volontaire. Moi, je pense qu'il faut encadrer et protéger davantage la police, parce que je pense, et je me mets à la place de cette personne, notamment qui est intervenue, imaginez, la personne défend et fait son travail et subit une poursuite pour homicide volontaire. Donc je pense qu'il faut entamer une réflexion, notamment dans le cadre des États généraux de la justice ou du Beauvau de la sécurité, il faut entamer une réflexion sur comment protéger les policiers. Je pense que cette personne ne sera pas inculpée dans la mesure où il a fait correctement son travail, mais je pense que, imaginez-vous, mettez-vous à la place d'un policier qui intervient, qui a fait uniquement son travail et qui subit et qui rentre chez lui en disant « désolé, s'il a une femme ou s'il a de la famille, désolé, mais maintenant je subis des poursuites pour homicide volontaire. » Franchement, moi je pense que ça interpelle sur cette question-là. En tout cas, moi je pense qu'il faut davantage protéger les policiers dans le cadre de leur intervention, dans la mesure où est-ce qu'il ne faut pas passer davantage sur une procédure administrative, en tout cas assouplir la procédure pour faire en sorte que les policiers fassent correctement leur travail. À propos qui ont été dits, je pense qu'il faut vraiment réfléchir sur cette question-là parce que si par cas, en fait, c'est un élément, mais ça fait partie d'une réponse globale sur la question de comment on fait pour redonner du sens en fait au métier de policier. Évidemment, on ne pourra pas, en raison des problèmes budgétaires et financiers, leur augmenter les salaires de façon immédiate. Mais si au moins vous répondez sur cette question et vous enlevez cette épée de Damoclès qui pèse sur certains policiers, je pense que ça permettra en fait d'en soulager certains. Et les réponses parfois psychologiques et mentales sont aussi importantes que les questions financières. Et je pense qu'on le doit, surtout qu'en plus ça ne nous coûte rien au niveau de l'État. C'est-à-dire que ça coûte uniquement une réforme du Code civil ou du code de procédure et ça permettra de soulager les policiers parce que M. Moisan l'a rappelé, imaginez quelqu'un qui a intervenu dans son métier, dans le cadre de ses fonctions. Ensuite, après, pendant 10 à 12 ans, on n'a toujours pas de réponse sur une question de jugement. Et puis en plus, après, je ne connais pas toute la procédure, mais vous pourrez la développer. C'est-à-dire que la personne peut-être est suspendue dans le cadre de ses fonctions et peut-être que subit une enquête administrative à côté, etc. Donc vous imaginez, la personne qui s'est levée a uniquement fait son travail et maintenant c'est sur lui que pèsent toutes les épaules alors qu'il a uniquement fait son boulot. Moi, je pense que c'est véritablement problématique et ça participe à la question que je disais tout à l'heure, c'est la question de l'inversion en fait, du phénomène auquel l'état de droit a atteint ses propres limites. Christian Proto, William T. Oui, moi je connais la question, ça m'est déjà arrivé à Montmartre. Bon, heureusement, je m'en suis bien sorti parce que j'ai été plutôt habile. On était 3 et donc du coup, c'était dans les escaliers de Montmartre. Il y avait 2 personnes en bas et 2 personnes en haut. Et en fait, ils sont armés avec un couteau. Bon, on a réussi à parlementer et négocier pour leur faire comprendre que. Et donc du coup, il ne nous a rien arrivé. Mais si vous voulez vous piquer oui, quelque chose. Ouais, tout à fait. Et donc du coup, ça arrive. Mais c'est un phénomène qui devient de plus en plus récurrent parce que j'ai des témoignages qui sont de plus en plus similaires dans ce sens-là. La difficulté, c'est qu'en fait, cette ville attire parce que c'est censé être une ville magnifique. Maintenant, c'est de moins en moins le cas en raison des dégradations et de la propreté qui n'est pas effectuée. Et je pense que sur la question de la délinquance au quotidien et sur la question des victimes des arnaques et tout ça, on doit avoir une réponse qui est plus forte en fait, parce que c'est notre image qui se joue et notre image est de plus en plus abîmée sur la ville de Paris. Ça concerne les rues, donc les endroits touristiques, ça concerne aussi les transports publics, auxquels on a des cas de plus en plus récurrents. Et en fait, moi ce qu'on me raconte, et notamment des collègues étrangers, me disent que de plus en plus Paris, en tout cas, a une image qui se ternit. Et je pense que cette question doit être une priorité. C'est pour ça que Laurent Nunez est arrivé à la préfecture de police, non seulement parce que nous avons la Coupe du Monde de rugby en 2023 et également les JO de 2024. Les JO de 2024 qui vont être très risqués, notamment sur la question de l'ouverture, auquel on risque un grand fiasco, comme sur la question du Stade de France. Donc je pense que la sécurité et l'ordre public doivent être la priorité de Laurent Nunez, du gouvernement, à la fois sur Paris, sur la question des riverains, sur des questions d'image, mais également celle dans toutes les autres métropoles, parce que vous citiez le cas de Paris, vous avez également des cas à Lyon, vous avez également des cas à Nantes, à Lille, à Marseille, etc. Donc je pense que ça doit être une des priorités du gouvernement et il doit mettre le paquet dessus. En fait, il y a la question de Montmartre, la question des endroits touristiques, et aussi la question, moi j'en parlais tout à l'heure, la question des transports publics. Notamment, on sait à peu près tous, il y a quelles stations auxquelles on doit être plus vigilant que d'autres. Il y a des stations notamment avec beaucoup de fréquentation. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut mettre un plan d'ensemble. Je parlais tout à l'heure de la question de Giuliani. Je pense vraiment que c'est le modèle à suivre pour permettre la sécurité à la fois de Paris et même des départements aux alentours pour permettre de réinstaurer cette question d'impunité zéro. Giuliani a fait un grand plan dessus. C'était la théorie des vides brisés.
brisé, etc. Je ne vais pas revenir dessus, mais il avait tout un ensemble, il avait un plan global en fait pour éradiquer la question de la criminalité. Et après, il a retapé la question de l'urbanisme. Et donc, du coup, c'est ce type de plan global qui nous permet d'agir. Et je pense que c'est pour ça que j'ai insisté sur la question des événements. L'arrivée de la Coupe du Monde de rugby en 2023 et surtout des JO 2024 à Paris doit nous permettre de mettre des moyens exceptionnels pour redorer notre image. Il ne faut pas, à la différence de nos collègues, il faut aller dans le même sens. C'est-à-dire qu'il faut arriver sur des JO réussis, comme à Pékin en 2008, comme à Londres en 2012, pour restaurer et redonner de la fierté et de la grandeur à la France. William, finalement. Non, et ça va être très dur de pénétrer parce qu'il faut revenir aux origines d'Internet. Internet a été fondé pour créer un espace totalement libre d'expression, etc., de liberté la plus complète. Et en fait, c'est plus complètement le cas. C'est plus complètement le cas, mais en fait, c'est l'origine d'Internet. Et donc, du coup, les meilleurs programmateurs et les meilleurs développeurs sont sur cette logique-là. Et donc, du coup, même si on met des moyens, notamment en service de renseignement, etc., pour contrer ces phénomènes, les types en face sont beaucoup plus inventifs et sont beaucoup plus créatifs. Le temps qu'on enferme un site, ils vont en créer 2, 3, 4, 5 suivants. Et c'est pour ça que c'est très compliqué. Ça, c'est le premier élément. Et comme l'a rappelé Jérôme Moisan, la difficulté, c'est qu'il faut une régulation mondiale, alors que les pays ne sont pas forcément d'accord. Notamment, je pense notamment aux États-Unis, en fait, qui préfèrent avoir ce type de services, mais auxquels ils ont infiltré, soit par la CIA, soit par le FBI, pour en fait permettre d'avoir des réseaux d'information à l'intérieur et pour pouvoir enquêter dessus. Parce que si par cas on fermait tous ces types de services, ils recréent quelque chose de nouveau et donc du coup ils perdraient tous leurs informateurs et tous leurs points liés. Et donc tant qu'on n'arrivera pas à résoudre cette question avec les États-Unis, on n'arrivera pas à résoudre cette question. Je pense qu'il y a un autre enjeu ensuite, c'est la question européenne. Est-ce qu'il ne faut pas créer, est-ce qu'il ne faut pas réguler l'ensemble d'Internet au niveau européen dans la mesure où en fait certains serveurs et certains accès de serveurs puissent être acceptés ou non sur le territoire européen. Je pense que c'est un espace de réflexion qui doit être porté au niveau de l'Union européenne. Je pense que de plus en plus de pays sont d'accord afin de créer des géants européens alternatifs à ceux des Américains et ceux des Chinois. Christian Proto, une légalisation. Moi, je suis contre. Je pense que c'est une fausse bonne idée. Nous, on étudie beaucoup le conflit entre la Chine et les États-Unis. Il faut savoir pourquoi est-ce que la Chine, alors que c'était le plus grand empire de son temps, a disparu et a subi le siècle de l'humiliation. C'est à cause de la question de l'opium. Et donc, du coup, moi, je pense que la consommation de drogue conduit au déclassement de la civilisation et au déclin d'un pays. Et je pense que ce n'est pas le bon modèle. Aujourd'hui, on est sur une interdiction qui est théorique. Et moi, je pense qu'il faut rendre cette interdiction en pratique. Et il y a la consommation de drogue, mais évidemment, ils peuvent se tourner vers d'autres, les bandes organisées. Soit ils vendront des drogues plus dures, soit ils se tourneront vers d'autres crimes organisés. Si vous arrivez à me dire ça... Voir pour les crises à venir. Le gouvernement, de toute façon, pour cette crise-là, ne peut que colmater et mettre des pansements en fait, sur les blessures que nous sommes en train de subir, et il faudra réfléchir déjà en fait en prévision à ce qu'on pourra faire ensuite. Moi, je pense que sur la question de l'eau, en fait, il faut revoir notre modèle sur la question de l'aménagement du territoire, mettre en place l'économie circulaire parce qu'il faut réutiliser l'eau déjà utilisée pour pouvoir la réutiliser. Notamment les pays du Sud le font parce qu'ils sont victimes de sécheresse de façon plus récurrente que nous. Et après, il faudra revoir sur la question des infrastructures pour stocker davantage l'eau. Et c'est ça les éléments essentiels, je pense, qui doivent être posés, parce qu'en fait, à chaque fois, on est toujours sur le même phénomène. Il arrive une crise. On doit réagir par rapport à la crise et en fait on n'anticipe pas déjà la prochaine. On utilise tous nos moyens et toute l'énergie politique est honnêtement concentrée sur cette crise. Et actuellement, Elisabeth Borne se déplace sur la question des incendies en feu de forêt, mais est-ce que des éléments et des politiques publiques sont faits pour prévoir les prochains feux de forêt, notamment en vue de l'année prochaine? Est-ce que des éléments sont pris notamment pour éviter du fait qu'on soit en restriction d'eau potable dans certains départements? Et je pense que c'est ça l'objet essentiel des politiques. On parle à chaque fois du même phénomène qui est les Français votent de moins en moins parce qu'ils ont moins en moins de confiance aux politiques. Je pense qu'ils ont besoin de voir que des politiques pensent principalement à la prochaine génération plutôt qu'à la prochaine élection. Patrick Caram. Soit un idiot, soit un traître, et dans tous les cas, il faut le sanctionner. C'est un idiot utile parce que, en fait, par électoralisme et pour devenir le héros de l'islamo-gauchisme, pour succéder à Jean-Luc Mélenchon en vue de 2027, il essaie de prendre le plus de positions possible, de plus en plus radicales, pour promouvoir en fait les thèses de l'islamo-gauchisme et pour sécuriser la ville de Grenoble. Moi, je pense que c'est un effet néfaste sur la société parce qu'on a tout un ensemble de sujets qui est lié et on a eu une sorte de parenthèse après les attentats du 13 novembre 2015, une petite parenthèse auquel on avait réussi en fait à endiguer la montée de l'islamisme politique. Maintenant, l'islamisme politique est en train de revenir et auquel on doit vaincre en fait le totalitarisme islamique qui fait face à la société. Et je pense que sur ce point-là, notamment la loi séparatiste doit permettre une disposition qui est de suspendre certains maires. Et je pense qu'éventuellement, on doit se poser la question, en tout cas une réflexion, sur la suspension d'Éric Piolle. Pourquoi est-ce que je pense qu'il faut se poser cette question? Notamment parce qu'Éric Piolle, sur son premier arrêté, a été suspendu par le Conseil d'État. Et on sait très bien qu'Éric Piolle, du coup, a joué avec les règles et les vices de procédure, une sorte de biais à côté, pour pouvoir remettre cette règle. Et donc, du coup, quand
personne fait de l'entrisme et devient un cheval de Troie de l'islam politique, il rentre dans le coup des conditions posées par la loi séparatisme. Et je pense que Gérald Darmanin et la préfecture de l'Isère doivent poser la question de la suspension d'Éric Piolle, au moins pour s'interroger sur cette question et voir si par cas il rentre dans ces conditions. Éric Piolle est un collabo de l'islamisme. Je reprends les mots de Robert Ménard. Vous êtes d'accord avec ça Moi, je suis pas sûr. C'est pour ça que je pose une interrogation entre idiot utile ou collabo. Parce qu'en fait, idiot utile, ça veut dire qu'une personne y croit par idéologie et en fait essaye d'aller dans le sens de cette idéologie, mais tout en ne sachant pas quelle est la volonté politique. La volonté politique, en fait, c'est de soumettre et d'imposer une sorte de totalitarisme islamique sur la société française. On le voit notamment sur la question des frères musulmans qui font de l'entrisme par le bas pour convertir les jeunes de confession musulmane à leurs idées pour qu'ils se rebellent contre le territoire français et contre la République française. Notamment, je peux citer un chiffre, c'est que 74% des jeunes de confession musulmane pensent que la loi de la charia est plus importante que la loi de la République. Et ça pose des questions de stabilité profonde sur notre modèle européen et sur notre modèle français spécifiquement. Il y a même des pays étrangers qui soutiennent ce type de démarche. Notamment, on se rappelle de la passe d'armes entre Emmanuel Macron et Recep Erdogan. Et même, on a des sujets de points de tension, notamment avec les pays du Golfe, certains pays d'Afrique subsaharienne et certains pays du Maghreb. Tant qu'on n'arrivera pas à endiguer cette menace, être clair sur notre politique extérieure, on n'arrivera pas à résoudre la question de l'intérieur. Et une fois qu'on a résolu la question extérieure, on se pose la question de l'intérieur sur les personnes qui font de l'entrisme. Est-ce que des personnes le font? C'est les imams prédicateurs. On a parlé tout au long de certains imams et d'un imam en particulier. Et ensuite, après, il faut se poser la question, et la loi séparatiste, normalement, doit le permettre, sur les personnes françaises qui sont des chevals de Troie de l'islam politique, soit par intérêts électoraux, soit par connivence idéologique. Je pense qu'Éric Piolle, on a un doute parce que notamment lui, c'est les deux. C'est à la fois sur la question électorale parce qu'il pense que ces questions-là vont lui permettre d'avoir un avenir politique à la fois au niveau local et au niveau national pour remplacer Jean-Luc Mélenchon, et même d'un point de vue idéologique parce que les Verts ont toujours fait de l'entrisme sur ces questions-là. Et quand vous avez des personnes qui font de l'entrisme sur ces questions-là, normalement, il faut les suspendre parce qu'ils agissent sur un cadre qui est anti-républicain. Techniquement, on peut le faire en fait en interprétant en fait le texte de la laïcité. Tout dépend comment on interprète le texte d'origine de la loi. Pourquoi est-ce que la loi de 1905 a été adoptée? Pour sortir les catholiques du débat public et imposer une séparation entre l'espace public et l'espace privé pour la religion catholique. Donc techniquement, le principe de base de la loi de laïcité, c'est sortir les religions de tout le débat public et de tout l'espace public. Donc techniquement, le juge administratif... Non, séparation de l'Église et de l'État. Oui, mais le texte en filigrane, quand tu regardes les débats et les débats parlementaires sous la Troisième République, l'objectif des Républicains de la Troisième République, c'est sortir les catholiques de toute l'école et de tous les principes républicains pour écarter notamment l'État avec l'Église catholique. Donc techniquement, on peut le faire. Soit le juge n'a pas le courage d'interpréter de façon extensive, et normalement le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État peuvent tirer des principes généraux du droit, donc là je reste sur le point juridique, soit on impose une nouvelle loi, une loi de laïcité contre l'islam politique, voilà. Soit on impose une loi pour vaincre le totalitarisme islamique. Mais moi je voulais juste rajouter un point, parce que vous posiez une question, pourquoi est-ce qu'Éric Piolle fait ça? Parce qu'en fait il faut penser sur comment maintenant est désigné un candidat à l'élection présidentielle, via des